Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Arsène Lupin ou l'art de voler comme un artiste, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors pourquoi ce thème de Arsène Lupin et de l'art de voler comme un artiste? Quel rapport avec l'art? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Philippe, je suis peintre et éternel débutant, enfin je me considère comme tel. Et si vous souhaitez suivre des vidéos qui ont rapport avec l'art, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me permettra en gros de continuer toutes ces vidéos-là. Alors aujourd'hui, on va parler d'Arsène Lupin, ce personnage créé par Maurice Leblanc. Et pourquoi j'ai choisi cette thématique-là? Parce que tout simplement, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle d'Austin Kleon, Voler comme un artiste. Et oui, si on regarde en fait la plupart des artistes, souvent on est quelque part un peu des voleurs d'idées, ce que je veux dire par là. Et souvent, quand on veut par exemple représenter quelque chose, on s'inspire d'images qu'on va voir dans la nature ou tout simplement de photographies. Et je pense par exemple à un peintre célèbre, notamment à Picasso, qui s'est inspiré de l'art africain pour créer ses œuvres. On peut citer aussi le cas de Gauguin, qui a fait pareil en s'inspirant aussi de la culture des îles, et aussi de Vincent van Gogh, qui lui, dans un premier temps, s'amusait à copier des fresques égyptiennes pour bien entendu après créer son propre art. Alors ce que je veux dire souvent, c'est que c'est la conjonction quelque part d'images effectivement, mais qu'après on réinterprète à notre façon et en gros on crée notre propre style. Alors quel rapport, vous allez me dire, avec Arsène Lupin? Ça peut paraître un peu capillotracté si on peut dire. Eh bien pour moi c'est tout simplement le fait que le personnage d'Arsène Lupin, il y a un petit côté en fait avoir du style. La personne vole avec style, c'est-à-dire qu'elle s'attaque à des personnes qui le méritent. Alors bien évidemment, est-ce que ce personnage est réel? Ce personnage créé par Maurice Leblanc est-il réel? Eh bien en fait, on peut considérer qu'il a existé, vu qu'on retrouve un personnage dans les années 1800, fin du siècle, 1879, qui s'appelle Marius Jacob, et qui a beaucoup de ressemblances avec ce personnage de Maurice Leblanc, même si ce dernier ne reconnaîtra jamais s'être inspiré de ce dernier. Alors, faut savoir que Maurice Leblanc a écrit à peu près 38 romans sur Arsène Lupin, tout un tas de nouvelles qui sont sorties jusqu'en 1941, et que le personnage donc dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir Marius Jacob, était un voleur ou un cambrioleur, mais avec une certaine éthique. Et c'est ce que je vais proposer de voir maintenant dans la séquence suivante. Alors avant de vous évoquer le personnage de Marius Jacob, je souhaite quand même vous faire un petit préambule. Il ne s'agit aucunement de dire que voler c'est bien, et bien évidemment c'est répréhensible, et je ne tiens vraiment pas à justifier cela. Par contre, ce que je voulais faire en vous évoquant ce personnage, donc qui est quelque part celui qui aurait inspiré Arsène Lupin, eh bien c'est vous parler d'un personnage qui a une approche quelque part assez particulière de la vie. Et d'ailleurs je vais vous lire un texte de ce dernier quand il a été pris en 1905. Mais avant de faire ça, je vais vous faire un petit résumé de sa vie. Alors il naît tout d'abord le 25 septembre 1879 à Marseille, dans un milieu très pauvre. Son père a quitté sa région d'origine parce qu'elle est devenue allemande, et sa mère est mineure. Donc forcément, il n'a pas une vie facile, et il s'engage très vite en fait comme marin, et il va voyager notamment à Sydney où il va fréquenter la haute société et va voir très vite en gros qu'il y a des différences de classe qu'il trouve insupportables. Il va fréquenter par la suite en fait le milieu anarchiste, notamment les illégalistes libertaires, qui s'opposent en fait à l'époque aux socialistes parlementaires qui eux veulent conquérir le pouvoir de manière légaliste. Alors qui sont ces fameux libertaires illégalistes? Eh bien on peut citer comme exemple Ravachol, qui se fera guillotiner et qui prône des attentats terroristes et l'utilisation de la force. Alors ça va pas forcément plaire beaucoup à notre ami Marius Jacob, qui va très vite s'éloigner de cette vision des choses pour devenir en fait un libertaire illégaliste pacifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement qu'il va se mettre à voler, mais en essayant de ne pas tuer les gens
et le faire avec un certain style. Alors, on peut regretter qu'il ait volé, ça c'est sûr, c'est pas très moral, mais par contre, vous allez voir, il y a une forme de légèreté dans sa manière de voler qui le rend tout à fait sympathique, même si effectivement le personnage reste et demeure un cambrioleur. Il commence sa carrière véritablement, on peut dire, le 31 mars 1899, où un commissaire de police et 2 inspecteurs se présentent chez un commissionnaire au Mont-de-Piété de Marseille. L'accusant de recel d'une montre, il l'arrête après avoir dressé durant 3 heures sur papier en tête de la préfecture de police l'inventaire de tout le matériel en dépôt qu'il confisque comme pièce à conviction. L'homme est emmené menotté au palais de justice, tandis que les 3 individus s'esquivent en portant un butin d'environ 400 000 francs. Les policiers n'étaient autres que Jacob et 2 compères, la France entière en rigole. Pour échapper à la police, il va se faire passer pour fou. En fait, une fois, il va rentrer dans la maison de Pierre Loti, qui est un écrivain, et s'apercevant qu'il est dans la maison de cet écrivain, il va laisser un mot en disant « Excusez-moi, pour la fenêtre, je vous laisse 10 francs et je ne peux pas voler quelqu'un qui vit de sa plume et donc qui n'est pas quelque part un voleur. » Et donc du coup, il va s'en aller en laissant ces fameux 10 francs à Pierre Loti. Il faut savoir aussi qu'il avait l'habitude de laisser des cartes de visite, notamment qu'il signait Attila. Donc ça se rapproche vraiment beaucoup du personnage de Arsène Lupin, mais je vais aller encore plus loin en vous lisant en fait un texte qui j'espère vous touchera comme il m'a touché, parce que en fait il parle de sa manière de voir la vie et je trouve que ce texte est très intéressant, même si quelque part ce personnage est un cambrioleur. Messieurs, vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit de cambriolage. De plus, j'ai incendié plusieurs hôtels et défendu ma liberté contre l'agression d'agents du pouvoir. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences, ne reconnaissant à personne le droit de me juger. Je n'implore ni pardon ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que j'ai et méprise. Vous êtes les plus forts, disposez de moi comme vous l'entendrez. Envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, peu m'importe, mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Puis, que vous me reprochez surtout d'être un voleur, il est utile de définir ce qu'est le vol. À mon avis, le vol est un besoin de prendre que ressent tout homme pour satisfaire ses appétits. Or, ce besoin se manifeste en toutes choses, depuis les astres qui naissent et meurent pareils à des êtres, jusqu'à l'insecte qui évolue dans l'espace, si petit, si infime que nos yeux ont de la peine à le distinguer. La vie n'est que vol et massacre. Les plantes, les bêtes s'entre-dévorent pour subsister. L'un ne naît que pour servir de pâture à l'autre. Malgré le degré de civilisation, de perfectibilité, pour mieux dire, où il est arrivé, l'homme ne faillit pas à cette loi. Il ne peut s'y soustraire sous peine de mort. Il tue et les plantes et les bêtes pour s'en nourrir. Roi des animaux, il est insatiable. En outre, des objets alimentaires qui lui assurent la vie, l'homme se nourrit aussi d'air, d'eau et de lumière. Or, a-t-on jamais vu 2 hommes se quereller, s'égorger pour le partage de ces aliments? Pas que je sache. Cependant, ce sont les plus précieux sans lesquels un homme ne peut vivre. On peut demeurer plusieurs jours sans absorber des substances pour lesquelles nous nous faisons esclaves. Peut-on en faire autant avec l'air? Pas même un quart d'heure. L'eau compte pour 3/4 du poids de notre organisme et nous est indispensable pour entretenir l'élasticité de nos tissus. Sans la chaleur, sans le soleil, la vie serait tout à fait impossible. Or, tout homme prend vol, ses aliments, lui en fait-on un crime, un délit? Non, certes. Pourquoi réserve-t-on le reste? Parce que ce reste exige une dépense d'effort, une somme de travail. Le travail est le propre d'une société, c'est-à-dire de l'association de tous les individus pour conquérir avec peu d'efforts, beaucoup de bien-être. Et est-ce bien ça à l'image de ce qui existe? Vos institutions sont-elles basées sur un tel mode d'organisation? La vérité démontre le contraire. Plus un homme travaille, moins il gagne. Moins il produit, plus il bénéficie. Le mérite n'est donc pas considéré. Les audacieux seuls s'emparent du pouvoir et s'empressent de légaliser leur rapine. Du haut en haut bas de l'échelle sociale, tout n'est que friponnerie d'une part et d'idiotie de l'autre. Comment voulez-vous que, pénétré de ces vérités, j'ai respecté un tel état de choses? Un marchand d'alcool, un patron de bordel s'enrichit, alors qu'un homme de génie va crever de misère sur un grabat d'hôpital. Le boulanger qui pétrit le pain en manque, le cordonnier qui confectionne des milliers de chaussures montre ses orteils. Le tisserand qui fabrique des stocks de vêtements n'en a pas pour se couvrir. Le maçon qui construit des châteaux et des palais manque d'air dans un infect taudis. Ceux qui produisent tout n'ont rien, et ceux qui ne produisent rien ont tout. Un tel état de choses ne peut que produire l'antagonisme entre les classes laborieuses et la classe possédante, c'est-à-dire feignante. La lutte surgit et la haine porte ses coups. Vous appelez un homme voleur et bandit,
Vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur? J'avoue ne pas en connaître. Mais moi, je ne suis ni rentier ni propriétaire, qui ne suis qu'un homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation. Il m'a fallu tenir une autre conduite. La société ne m'accordait que 3 moyens d'existence: le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. L'homme ne peut même pas assez se passer de travail. Ses muscles, son cerveau possèdent une somme d'énergie à dépenser. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. En un mot, il m'a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession, plutôt que d'être cloîtré dans une usine comme dans un bagne. Plutôt que mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Certes, je conçois que vous auriez préféré que je me soumette à vos lois, qu'ouvrier docile et avachi, j'eusse créé des richesses en échange d'un salaire dérisoire. Et lorsque le corps usé et le cerveau abêti, je m'en fusse crevé au coin d'une rue, alors vous ne m'appelleriez plus bandit cynique, mais honnête ouvrier. Usant de la flatterie, vous m'auriez même accordé la médaille du travail. Les prêtres promettent un paradis à leurs dupes. Vous êtes moins abstrait, vous leur offrez un chiffon de papier. Je vous remercie beaucoup de tant de bonté, de tant de gratitude, messieurs. Je préfère être un cynique conscient de mes droits qu'un automate, qu'une cariatide. Dès que j'ai eu possession de ma conscience, je me livrai au vol sans aucun scrupule. Je ne coupais pas dans votre prétendu moral qui prône le respect de la propriété comme une vertu, alors qu'en réalité, il n'y a que pire voleurs que les propriétaires. Estimez-vous heureux, messieurs, que ce préjugé ait pris racine dans le peuple, car c'est là votre meilleur gendarme. Connaissant l'impuissance de la loi, de la force pour mieux dire, vous en avez fait le plus solide de vos protecteurs. Mais prenez garde, tout n'a qu'un temps. Tout ce qui est construit et édifié par la ruse et la force peuvent le démolir. Le peuple évolue tous les jours. Voyez-vous qu'instruit de ces vérités, conscients de leurs droits, tous les meurt-de-faim, tous les gueux, en un mot, tous vos victimes, s'armant d'une pince, monseigneur, aillent livrer l'assaut à vos demeures pour reprendre leurs richesses, qu'ils ont créées et que vous avez volées. Croyez-vous qu'ils en seraient malheureux? J'ai l'idée du contraire. S'ils y réfléchissent bien, ils préféreraient courir tous les risques plutôt que de vous engraisser en gémissant dans la misère. La prison, le bagne, l'échafaud, dira-t-on. Mais que sont ces perspectives en comparaison d'une vie d'abruti, faite de toutes les souffrances, le mineur qui dispute son pain aux entrailles de la terre, ne voyant jamais luire le soleil, peut périr d'un instant à l'autre, victime d'une explosion de grisou. Le couvreur qui pérégrine sur les toitures pour faire une chute et se réduire en miettes. Le marin connaît le jour de son départ, mais il ignore s'il reviendra au port. Bon nombre d'autres ouvriers contractent des maladies fatales dans l'exercice de leur métier, s'épuisent, s'empoisonnent, se tuent à créer pour vous. Il n'est pas jusqu'aux gendarmes, aux policiers, vos valets, qui pour un os que vous leur donnez à ronger, trouvent parfois la mort dans la lutte qu'ils reprennent contre vos ennemis. Entêtés de votre égoïsme, vous demeurez sceptiques à l'égard de cette vision, n'est-ce pas? Le peuple a peur, semblez-vous dire. Nous le gouvernons par la crainte de la répression. S'il crie, nous le jetterons en prison. S'il bronche, nous le déporterons au bagne. S'il s'agit, nous le guillotinerons. Mauvais calcul, messieurs. Croyez-moi, les peines que vous m'infligerez ne sont pas un remède contre les actes de révolte. La répression, bien loin d'être un remède, voire un palliatif, n'est qu'une aggravation du mal. Les mesures correctives ne peuvent que semer la haine et la vengeance. C'est un cycle fatal du reste depuis que vous tranchez les têtes, depuis que vous peuplez les prisons et les bagnes. Avez-vous empêché la haine de se manifester? Dites, répondez. Les faits démontrent votre impuissance. Pour ma part, je savais pertinemment que ma conduite ne pouvait avoir pour moi d'autre issue que le bagne ou l'échafaud. Vous devez voir que ce n'est pas ce qui m'a empêché d'agir. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livre, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme, que me faire l'artisan de la fortune d'un maître, en termes plus crus. Sans euphémisme, j'ai préféré être voleur que volé. Certes, moi aussi je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment et avec ruse du fruit de labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la guerre aux riches, voleurs du bien des pauvres. Moi aussi je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. Pour détruire un effet, il faut au préalable en détruire la cause. S'il y a vol, ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre, que parce que tout n'appartient qu'à quelques-uns. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront encore main à leur joie et leur peine, leurs travaux et leurs richesses,
et que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution. Vienne l'anarchie, Alexandre Marius Jacob, le 19 mars 1905. Alors, et la suite, me direz-vous? Eh bien, il va faire du bagne. On va lui épargner, la guillotine, parce que tout simplement, on a vu que c'était pas quelqu'un de violent réellement. Donc, il y échappe grâce à ça. Pendant les années qu'il va être au bagne, il va tenter plusieurs fois de s'évader, et bien entendu, il va échouer. Pour autant, il ne va pas tomber dans la dépression et va même, en fait, dénoncer les horreurs du bagne. Il va faire la connaissance, en fait, d'Albert Londres et il finira bien entendu par être libéré. Et puis, une fois libéré, il va d'abord travailler au printemps, puis il va devenir vendeur ambulant. Il va fréquenter les milieux de forains. Pendant la guerre, il servira de refuge aux résistances sans jamais réellement s'engager dans la résistance, vu qu'il n'y a pas de réseau anarchiste. Et puis, à la fin de sa vie, il va faire la connaissance d'une dénommée Josette, qui est avec un jeune homme. Et il va décider de consacrer sa dernière année d'existence à entretenir une amitié avec cette fameuse Josette. Et puis le jour viendra où il décidera de se donner la mort et il laissera ce mot que vous allez voir. Alors ça ressemble vraiment à un personnage un peu de film, hein. Franchement il nous fait vraiment penser à Lupin. Enfin du moins moi il me fait penser à Lupin. Alors quel rapport avec l'art me direz-vous? Eh bien c'est tout simplement que on pourrait dire qu'il a une forme de représentation où il fait un peu entre guillemets on dirait un personnage de film comme je vous ai dit. Et l'art, c'est sans doute une représentation. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase de Dali, à qui on demandait quelle était la raison de son succès. Et ce dernier a répondu à peu de choses près qu'il s'agissait de donner le bon miel à la bonne bouche au bon moment. Alors, je vous laisse réfléchir sur ce que j'ai voulu faire passer comme message dans cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez télécharger le guide du peintre débutant. Et quant à moi, je vous dis à ciao dans une autre vidéo.